Bonjour et bienvenue dans Citizen Vox, le média qui questionne la valeur du vivant dans les villes. Comment produire des villes à forte valeur urbaine, c'est-à-dire habitables, fluides, créatives, bref, résilientes, en partant des sols? Comment tisser un lien vertueux entre la production urbaine et l'utilisation des ressources? Je suis Fanny Herverin et avec mes invités, j'explore ce vaste sujet sous toutes ses formes. C'est parti! Patrick Henry, bonjour. Bonjour. Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir sur Citizen Vox parce que je me suis beaucoup servi de votre ouvrage, Des tracés aux traces, pour mes propres recherches sur Lausanne et sur les sols. C'est un livre que vous avez publié en 2022. On va y revenir tout à l'heure, bien sûr. Mais d'abord, on va prendre quelques minutes pour vous présenter. Volontiers. Alors, vous êtes architecte, urbaniste. Depuis 2019, vous êtes professeur à l'ENSA, l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Depuis 2020, vous êtes également directeur scientifique du diplôme de spécialisation architecture des territoires, c'est ça? C'est ça. Vos sujets de recherche depuis plusieurs années sont en particulier tournés vers les villes moyennes, les territoires en déprise, les sols. Et vous êtes aussi entrepreneur, puisque en 2017, vous avez créé l'agence Pratique Urbaine, que vous définissez comme une plateforme de recomposition territoriale. Alors, je cite ce que vous indiquez en communication. Vous résumez le positionnement de cette agence. Ça poursuit une logique d'attention au contexte, d'intégration du temps long, de réemploi des éléments, de prise en compte des usages, bref, de la redéfinition d'une ville comme un processus continu et au quotidien, au final. Alors pour commencer, j'aimerais, si vous voulez bien, que vous puissiez compléter peut-être cette présentation et revenir sur le cheminement, la réflexion en tout cas, qui a nourri la création de cette agence Pratique Urbaine. Mais non, c'est tout à fait exact. Merci encore une fois pour l'invitation. Je suis ravi de partager ces sujets qui me tiennent évidemment beaucoup à cœur. À la fois, vous l'avez rappelé, comme praticien du projet urbain ou d'architecture à grande échelle, et puis comme enseignant, qui est une activité qui prend une part très importante de mon temps et de mon emploi du temps, qui est tout à fait passionnante. Mais l'origine de cet intérêt, de cette pratique par rapport au sol, surtout, c'est ça votre question? Oui, dans un premier temps, c'est peut-être la réflexion qui vous a poussé à créer vraiment Pratique urbaine, agence. Oui, Pratique urbaine, je l'ai créée suite à un parcours professionnel qui m'a beaucoup intéressé, ou qui s'est beaucoup intéressé aux questions de projet urbain. Voilà, j'ai eu la chance de participer à des grands projets urbains, en particulier l'île de Nantes, première période, dans les années 2000. Donc, on était encore dans ce qu'on pourrait encore qualifier d'âge d'or du projet urbain, c'est-à-dire un projet urbain avec une maîtrise d'ouvrage public, une structuration très claire des enjeux, etc. Et puis, une pratique qui s'est effectuée depuis et par l'espace public. Donc, un travail, finalement, qui rejoint la question des sols. L'espace public comme lien, l'espace public comme espace commun comme territoire commun de la nation, comme élément constitutif de la ville, et qui structure pas simplement le pavage, le revêtement de sol, l'embellissement, comme on le disait au XIXe siècle, mais qui structure aussi les formes urbaines, qui les articule, qui les propose. Et ce travail sur l'espace public, dans une période donnée, donc ces années 2000, m'ont conduit à observer une transformation de la maîtrise d'ouvrage publique en particulier, la part de plus en plus importante que prenait la maîtrise d'ouvrage privée dans des opérations d'urbanisme, qui pour certaines se transformait presque plus, si on le dit un peu de manière un peu provocatrice, en une opération immobilière qu'en véritable objet projet urbain au sens de bien commun, comme je le définissais précédemment. Et donc ce glissement de la maîtrise d'ouvrage m'a fait dire que d'une part, les questions des territoires aujourd'hui et les enjeux des territoires et les questions d'avenir liées à des enjeux environnementaux et sociaux se portaient plus sur des territoires, disons, périurbains ou de villes moyennes, ce que vous avez signalé dans votre introduction. Et puis un déplacement aussi de la commande, ou en tout cas un déplacement de l'intervention de l'architecte en amont de la commande. C'est-à-dire que j'ai constaté, ayant participé et participant prochainement d'ailleurs à des jurys de projets urbains, qu'une fois que le cahier des charges est fait, la marge de manœuvre des concepteurs et des équipes qui sont appelées est de plus en plus faible.
ou en tout cas de moins en moins ouverte par rapport à des questionnements comme on a pu le vivre sur l'île de Nantes, où la commande était très ouverte, c'est-à-dire que le cahier des charges tenait presque en un 21-29-7, et la question posée, c'était retrouver le rapport à la Loire. Et ensuite, on fabriquait un projet qui permettait de répondre à cette ambition et qui permettait d'avancer. Alors, bien conscience qu'on a vécu une époque formidable et un peu peut-être exceptionnelle de par cette commande, justement, mais l'importance de cette commande et l'importance de sa formulation m'ont amené à me dire que le sujet était de plus en plus en amont et d'accompagner les collectivités, et en particulier celles qui n'ont pas la logistique nécessaire pour le faire, ou l'ingénierie pour le faire, de les accompagner dans la réflexion sur quelle est la vision qu'ils peuvent porter sur leur territoire et comment accompagner cette vision et, le cas échéant, rédiger les cahiers des charges, etc., etc. Ce que vous dites là, si j'ai bien compris, c'est qu'au fil des années, on est passé d'une commande publique très affirmée, très présente dans le projet urbain, à une sorte de disparition, ou en tout cas de retrait de la commande publique au profit d'une commande privée, qui laisse de moins en moins de marge de manœuvre aux concepteurs, puisque certainement on n'est plus sur une commande d'objets économiques qu'une commande de vision politique. Tout à fait. Oui, alors ça s'explique pour plusieurs raisons. La crise de 2008, la baisse des subventions de l'État auprès des collectivités publiques, qui ont fait que même les grandes villes ou les grandes métropoles françaises ont vu leurs moyens, leurs recettes diminuer. Et donc, par conséquent, l'époque des grands projets urbains, parce que on peut pas aussi citer l'île de Nantes, mais on peut citer Oraly plus avant, on peut citer Boulogne-Billancourt, etc. Cette maîtrise d'ouvrage public, elle existe encore, et elle est encore très efficace. Hein. Je la dénigre pas, et je souhaite qu'elle continue, au contraire, mais on constate quand même qu'elle est relayée par des enjeux économiques qui sont de plus en plus importants. Une part de plus en plus prépondérante des acteurs privés qui ont toujours participé à la fabrique de la ville, et qui impose et propose, des fois la frontière est faible, des formes urbaines, des densités, des rentabilités, qui fabriquent aussi des paysages qui ont tendance, me semble-t-il, à beaucoup se ressembler et de perdre des spécificités des lieux, des différents endroits dans lesquels les choses se constituent. Donc c'est face à ce constat de dilution un petit peu, on peut dire ça comme ça, de la commande publique, pour tout un tas de raisons que vous venez d'évoquer, que vous créez Pratique Urbaine, finalement, pour être un accompagnateur, en fait un soutien aux collectivités locales à se réapproprier cette vision politique du projet urbain. Tout à fait. D'une part, ce que vous venez de décrire, et puis d'autre part aussi un agrandissement, j'allais dire, du domaine de l'urbanisme, au sens où on a connu la multiplication des métropoles qui se sont densifiées, constituées, Bordeaux, Nantes, Marseille, Lyon, etc. Et puis l'arrivée aussi de problématiques liées à la question périurbaine, à la question d'un retour dans des villes moyennes, ou de leur décroissance, ou de leur déprise, et la nécessité de les reconsidérer, qui m'ont conduit à réfléchir aussi à ces territoires qui me paraissent être des sujets éminemment importants, d'avenir, et qui sont au cœur, on y viendra, des questions de ZAN, du zéro artificialisation nette. Alors, puisque effectivement, on y vient désormais, la question du sol, depuis quelques années, vous êtes intéressé précisément à cette question du sol, alors que dans la fabrique urbaine, finalement, le sol est assez peu visible. Jusqu'à très récemment, le sol n'est pas défini, en fait. Pourquoi ? Quel a été le moteur de cette préoccupation autour du sol, et du fait que vous investissiez dans vos recherches également cette question-là ? Alors, deux raisons, entre autres, mais deux raisons principales. Une raison qui est liée au lieu dans lequel nous sommes, qui est mon atelier à Paris, qui est sur un site de carrière, et qui fissure. Et en fait, il fissure parce que on est sur la carrière qui a permis de construire le parc des Buttes-Chaumont, qui est tout à côté, carrière de gypse, et donc un sol éminemment instable qui amène des fissures un peu partout dans cet endroit dans lequel nous sommes. Vous pouvez les voir d'ailleurs en levant les yeux. Et donc une prise de conscience, si j'ose dire, en tout cas un révélateur, que même en ville, les sols sont présents, les sols jouent un rôle, et on a tendance à considérer. Et ça a sans doute été, c'est ce que je dis dans mon livre, on y reviendra, mais
La modernité, et puis les 30 Glorieuses en particulier, ça a été un petit peu, si on le résume, on peut tout faire n'importe où. On construit sur n'importe quel sol, puisque la technique, les moyens techniques, la maîtrise de la géotechnique, etc., nous permettent de faire à peu près tout n'importe où. Malgré tout, on a des signes, comme ici, de cette présence des sols, y compris des sols urbains, qui, même si on les a fait disparaître sous des couches d'asphalte, d'enrobés, etc., et qui abritent des réseaux, existent encore et vivent. Même s'ils sont inertes, mais ils sont quand même en mouvement. Donc ça, c'est un peu l'anecdote, mais en même temps, c'est aussi une prise de conscience que les sols urbains, c'est finalement quelque chose dont on ne parle plus beaucoup. Alors, ils ressurgissent ici ou là, le chantier du Grand Paris Express, par exemple, où tout d'un coup, les volumes, les mètres cubes, les milliers de mètres cubes, les milliards de mètres cubes excavés, tout d'un coup, deviennent un sujet. Donc, ces questions de sol apparaissent, réapparaissent régulièrement. À titre personnel, je viens de le dire, et puis professionnellement, j'allais dire, la question de l'espace public, dont j'ai parlé aussi tout à l'heure. On a traversé une époque de projets urbains déterminés par la maîtrise de l'espace public, qui était payé, si j'ose dire, par le paiement des charges foncières, qui était donc une dépense pour les collectivités, mais qui permettait aussi de maîtriser un certain nombre de choses, d'alignement, de gabarit, etc., de construction. Et ce travail sur l'espace public, en particulier le travail que j'ai nommé tout à l'heure sur l'île de Nantes, où on était sur un sol extrêmement perméable, sur du sable, puisqu'on est sur des anciennes îles au centre de la métropole nantaise, cette perméabilité, cette épaisseur, la prise de conscience de l'épaisseur des sols m'a fait prendre conscience, encore une fois, pardon de la répétition, mais m'a fait prendre conscience qu'on avait un substrat, on avait une épaisseur, à la fois pour planter des arbres, mais aussi pour accompagner un certain nombre de transformations à partir desquelles on pouvait imaginer des choses très différentes. Ça a été le cas, par exemple, sur l'expérience du parc des chantiers, sur l'île de Nantes, toujours, ancien chantier naval, fermé en 1987, un long temps de latence, et avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et la Samoa, le maître d'ouvrage de l'opération, il est demandé de transformer ce lieu en parc urbain. Et en fait, la révélation finalement des sols, la prise en compte des traces, de l'épaisseur à la fois physique et historique de ces sols, m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui se jouait là-dedans. Et que ce travail un peu particulier sur un site singulier, chargé d'histoire, à la fois sociale, politique, de l'île de Nantes, pouvait se transposer ailleurs. Et puis, c'est aussi des réflexions, on y reviendra, à partir de textes, d'écrits, etc., qui m'ont fait prendre conscience de ce travail. Oui, parce que là, effectivement, on commence à rentrer un petit peu dans... Non, mais avec plaisir. À ce qui a fait vraiment le point de départ de votre réflexion et de votre livre ensuite, pour revenir un tout petit peu en arrière peut-être, est-ce qu'on peut essayer de travailler un peu sur les termes? Vous avez évidemment cité le nom sol, mais on a le mot aussi terre, on a le mot espace, on a le mot surface, etc. Est-ce que vous pouvez essayer de définir un peu plus précisément tous ces termes, de les mettre en dialogue peut-être, et pour nous montrer quel rapport jusqu'à présent la fabrique urbaine et le projet urbain avaient et s'est construit autour de ces termes-là. Voilà. Donc peut-être une définition de ces termes, une articulation entre eux, une approche historique du projet urbain en relation à ces termes. La question du sol, elle est omniprésente, elle est constitutive du projet urbain. Il n'y a pas de projet urbain s'il n'y a pas de sol, s'il n'y a pas d'assises sur lequel se construisent des choses. Donc ensuite, le sol est un support ? Alors le sol est d'abord un support, et c'est aussi un peu la raison de sa disparition d'une certaine façon, puisque un support, on se pose dessus, c'est l'idée de la feuille blanche presque, c'est l'idée de la... Alors, sans reprendre l'expression de la modernité, la tabula rasa, mais la table rase, c'est aussi l'idée qu'on s'implante, le sol est souvent résumé à la parcelle, ou en tout cas à l'emprise sur laquelle on va bâtir. Donc à un périmètre, une surface. Une surface. Vous avez prononcé le mot, une surface. Je crois que la grande évolution, et c'est pas nouveau, on va y revenir, c'est qu'on considère maintenant les sols dans leur épaisseur. Donc le passage de sol surface au sol épaisseur est quelque chose d'assez fondamental, qui est lié à des questions environnementales, mais qui accompagne des questions de pollution, des questions de substrat, etc. Et c'est là où il y a une distinction avec le mot terre. La terre, c'est... Alors, il y a à la fois le fameux dicton « la terre ne ment pas » ou toute cette mythologie autour de la terre, et qui fait d'ailleurs qu'on considère les sols comme étant principalement agricoles.
Donc je pense que parler de sol, c'est aussi une manière d'être plus polysémique dans la manière d'aborder les choses. La terre étant de plus quelque chose qui va être le substrat, qui va être plutôt lié soit au monde agricole, encore une fois, soit à la terre végétale qu'on utilise pour les plantations, etc. Il y a aussi... Tout à l'heure, vous donniez l'exemple de l'île de Nantes, etc. Oui. Et vous avez pris conscience du sol à partir de l'extraction de la terre. Tout à fait. En fait. Oui, l'extraction de la terre, la présence de vestiges des activités passées qui constituent des traces à partir desquelles on peut imaginer bâtir le futur de certaines villes, de certains lieux. Et ensuite, il y a la question du sol, comme une aide finalement au projet. Et ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que en travaillant sur le livre qui est issu d'un cours que je donne à l'école de Paris-Belleville, qui était le point de départ que j'ai ensuite étoffé et que je vais continuer à développer, l'idée, c'est de montrer que depuis assez longtemps, finalement, beaucoup de gens, et en particulier à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, des gens comme Patrick Guédès, ou même des premiers urbanistes de l'école d'urbanisme française comme Henri Prost, etc., s'intéressaient à cette question du sol au sens de situation. C'est-à-dire qu'un projet ne pouvait exister que s'il était en lien à sa localisation. Peut-être ce qu'on a perdu en faisant des grandes généralités, il faudrait évidemment, les historiens de la modernité vont me tomber dessus, mais pour résumer les choses, on a vécu une période qui était nécessaire, les 30 Glorieuses, l'urbanisation de la France, etc., mais qui a permis de faire à peu près tout, n'importe où. Et peut-être qu'il faut revenir aujourd'hui à... hors sol. Donc hors sol, ou en tout cas, sans se soucier de ce qui se passe dans les situations dans lesquelles on intervient. Et aujourd'hui, peut-être que l'on passe à une autre période, où il est nécessaire de passer à une autre période, où on ne peut pas faire tout n'importe où, et on doit réfléchir à situer chacune de nos actions. Donc le sol, c'est à la fois un substrat, vous l'avez dit, donc en fait c'est un contenant et un contenu. C'est un petit peu la difficulté d'ailleurs d'appréhender le sol, en fait, c'est que c'est vraiment beaucoup de choses à la fois. Est-ce que et donc dans vos propos, on comprend que le projet urbain jusqu'à présent a considéré le sol plus comme une surface, une localisation, une situation sur laquelle il est nécessaire de s'implanter pour faire exister le projet, mais sans pour autant, donc un sol foncier, sans pour autant se préoccuper du sol ressource. Je distingue les deux, j'essaye de distinguer les deux pour comprendre un peu cette double, triple, quadruple sens que peut avoir le sol. Vous êtes d'accord avec cette synthèse? Le mot ressource, il est même un peu ambigu, parce que finalement, ce qui a sans doute desservi les sols, c'est qu'ils sont polysémiques. Et que beaucoup de disciplines, finalement, s'intéressent au sol. Et polysémique, donc plusieurs définitions. Le sol du juriste n'est pas le sol du géologue, n'est pas le sol du botaniste, n'est pas le sol de l'urbaniste, n'est pas, etc. Donc, cette multitude de définitions, assiette foncière, épaisseur, pédosphère, zone critique, etc., enfin, tous ces termes qui ont tendance à définir les sols de différentes façons, finissent par perdre aussi l'intérêt commun que l'on peut avoir sur les sols. Ma proposition, et puis celle de plein d'autres évidemment, c'est de se dire qu'il faut maintenant rassembler les choses et travailler vraiment considérant les sols comme étant le point de départ de nos actions et de nos interventions. Alors j'aimerais, pour finir de creuser un peu cette question-là, vous faire réagir sur la question de l'espace. Est-ce que dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le projet urbain doit s'inscrire quelque part, il y a une localisation, une situation, est-ce que la question de l'espace ne suffisait pas, finalement, à localiser le projet urbain sans parler du sol? Et est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le projet urbain, finalement, n'a considéré qu'il n'avait besoin que d'espace et non pas de sol pour se localiser, et qui fait qu'on arrive à des situations où le projet urbain finit par se dire qu'il est déconnecté du sol par ce lien avec l'espace. Je ne sais pas si ça a été très clair à la fin de mon propos, mais est-ce que... Si, je pense que vous avez raison. À un moment donné, il y a forcément une espèce de mécanisation qui s'est mise en place dans la fabrique du projet urbain, pour le dire un peu simplement. On a réduit les choses à des périmètres, à l'intérieur de périmètres, parce que c'est des opérations, parce qu'il y a des bilans, parce qu'il y a de l'économie, parce que tout ça, et c'est nécessaire, mais ça nous a peut-être fait perdre des connexions plus larges, à la fois spatialement, dans l'étendue,
Parce que on voit bien la production contemporaine, hein, c'est des opérations qui, on voit quand on s'y promène presque la limite de l'opération, elle est visible. Et ce lien que pouvait constituer par exemple l'espace public ou des relations plus fines avec les existants alentours, dans la plupart des cas, finissent par s'atténuer, voire disparaître. Et puis aussi parce que on s'est pas intéressé au substrat, c'est-à-dire qu'on construit tout la même chose n'importe où. Ce qui fait aussi, et qui correspond aussi à des logiques économiques. La crise du logement, à mon avis, on peut régler la crise du logement, et là est sorti le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Le ZAN est une belle opportunité de régler aussi la question du logement. Pas par miracle, pas en disant on va s'occuper des sols, donc on va régler, mais la manière de rentrer dans la question permet de situer les choses, de regarder chaque situation pour ce qu'elle est, pour ses spécificités géologiques, topographiques, économiques, sociales, etc., à partir des sols et, par extension, de caractériser mieux les propositions, en particulier de formes urbaines, que l'on peut faire et qui seront complètement liées au type de sol et au type de situation dans lesquelles on viendra les construire. Donc, puisque vous me tendez la perche avec le ZAN, effectivement, le ZAN sanctuarise le fait qu'il faut moins consommer, l'idée qu'il faut moins consommer de foncier, donc de sol. J'aimerais simplement d'abord vous faire réagir sur cette question du ZAN. Est-ce que pour vous, en l'état actuel, c'était une réaction sur la mesure, sur la règle ZAN, déjà? Commençons par là. Mais elle a été beaucoup attaquée, elle est beaucoup critiquée chez mes collègues urbanistes, et pas uniquement, on y reviendra sur les questions politiques, même si des fois elle déborde sur le côté partisan, donc qui brouille un peu les messages, mais c'est à prendre en considération aussi. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je veux dire, c'est la première fois que dans une loi, parce que c'est la loi climat et résilience de 2021, c'est la première fois que le mot sol, que les sols sont considérés pour ce qu'ils sont. L'eau a son droit, le droit sur l'eau. Les sols, à part le droit foncier, le droit de la propriété, qui est d'ailleurs un des grands sujets de l'empêchement qu'on a à travailler sur les sols. Qui est un système de droit, qui est pas une définition du sol. Non, qui est un système de droit, absolument. Oui. Dont on a oublié aussi les devoirs qu'on avait par rapport quand on est propriétaire. Moi, je travaille beaucoup avec des juristes, et en particulier Maëlys Desrousseaux, qui m'a fait la gentillesse de postfacer mon ouvrage. Elle dit clairement, et les juristes disent clairement, il y a dans le droit français capacité à rendre aussi des devoirs vis-à-vis des sols. On ne le faisait pas. Bon, c'est le principe du pollueur-payeur, par exemple, et plein d'autres choses qui, on voit bien les limites de leur application. Donc, l'intérêt majeur, je trouve, de la loi climat et résilience et de l'objectif ZAN à 2050, c'est de considérer les sols comme une entité. Donc ça, c'est quand même une grande avancée. Et d'ailleurs, je vois dans les réactions vives, parfois très violentes vis-à-vis du ZAN, on touche du doigt quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement important. Et peut-être que là, on touche vraiment la mesure centrale qui est à la fois le lieu de convergence entre des enjeux économiques, sociaux, les propriétés foncières, les problèmes environnementaux, qui sont rassemblés dans la question des sols. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre très au sérieux cette mesure du ZAN. On peut la critiquer, on peut, et je le dis aussi, que c'est une mesure qui a été faite un peu à la calculette. On est quand même un peu dans des histoires de compensation, de mètres carrés, de ceci, de cela. Donc on reste sur une logique de surface malgré tout. On reste malgré tout dans une logique de surface, mais ça ouvre, et c'est là où je pense que c'est la brèche dans laquelle il faut s'engouffrer, ça ouvre la redéfinition des conditions du projet. Alors d'ailleurs, dans votre livre, vous dites « Le ZAN n'est pas seulement une obligation, c'est un bouleversement radical de nos manières de faire et surtout de considérer les situations dont nous n'avons pas encore pris la mesure. » Je vous laisse réagir, peut-être commenter. Oui, parce que on n'est plus simplement sur une enveloppe, une emprise qu'on va urbaniser. Le sol induit un contexte historique, la mémoire des sols, ce qu'ils contiennent, de nos activités passées, des activités passées, etc. Contient du vivant. C'est cette fameuse métaphore, dans une cuillère à soupe de sol, de vivant, il y a autant de matière organique que d'habitants sur la planète. Donc c'est une richesse absolument incroyable. Et puis surtout, c'est une manière de renverser le paramètre et de revenir finalement à un fondamental qui est le sol appartient à tout le monde d'une certaine façon. Parce que le sol ne se satisfait pas de périmètre.
On parle de trame brune, vous savez, les fameuses trames brunes qui s'inscrivent dans les lois trame bleue, trame verte, etc. On voit bien que ça s'arrête pas à la frontière, ça s'arrête pas à la limite de la parcelle. Donc forcément, prendre en compte la question des sols engage à s'intéresser à un périmètre beaucoup plus large. Alors, est-ce que c'est la vallée? Est-ce qu'on revient sur des questions de périmètre plus large liées à la géographie? Sans doute. C'est sans doute une des pistes qu'il va falloir explorer dans les prochaines années, qu'on explore déjà d'ailleurs, mais qu'il faut maintenant peut-être mettre en pratique. Mais surtout, les sols, ça nous permet de reconsidérer complètement les choses. Peut-être aussi dans des aspects de mutualisation, de pas forcément tout faire à un même endroit, peut-être de répartir les choses. C'est la question des mobilités. Enfin, ça entraîne un certain nombre de choses qui basculent complètement les paradigmes du projet. C'est un peu le cas aussi de toutes les ressources naturelles comme l'eau, comme les continuités écologiques, etc. Quand on pense dans un cadre de transition écologique et donc de ressources finies, tout à fait. Donc le sol procède de cette même logique. Oui, le sol, la ressource finie, c'est pas simplement le foncier, parce qu'on entend ici ou là que le foncier va se raréfier. Oui, avec l'arrêt de l'artificialisation, on va limiter le nombre de terrains à construire et le nombre à bâtir. Mais il reste du terrain, qui va peut-être être des terrains plus difficiles, moins évidents. Évidemment, si on considère une opération, je peux être par exemple sur des terrains agricoles, on découpe 1 hectare de terrain agricole et puis on vient faire un lotissement ou un quartier, c'est relativement simple. Si on commence à se dire que le terrain, il va être plus difficile à aller chercher, que c'est une ressource, comme vous le dites, finie, mais à la fois finie en surface, mais finie aussi en épaisseur, il va falloir aussi aller chercher du foncier dans des interstices, dans le bâti existant, la question des friches, etc., etc. Et tout d'un coup, on ouvre le périmètre de projet. Alors c'est déjà le cas, hein, on fait déjà ça, il y a des opérations même d'importance, je pense à Strasbourg, etc., qui travaillent beaucoup sur des friches, la réhabilitation de friches, mais ça va devenir un cas général. Et ça veut dire qu'on bouleverse aussi la manière de faire, parce que le sol va être aussi le gardien finalement du bien commun et d'un certain nombre de choses. Alors on a parlé du projet urbain, on pourra y revenir tout à l'heure. Vous avez récemment traduit un livre, le livre de Bernardo Secchi, qui s'appelle Le projet du sol, et donc qui place le sol comme une lecture de la transformation des villes. Lire comment se sont transformées les villes. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous resituer qui est Bernardo Secchi, dans quel cadre de réflexion il s'inscrit ? Oui, alors Bernardo Secchi, c'est un architecte urbaniste italien qui est décédé il y a maintenant quelques années, qui a été l'associé, le professeur et l'associé de Paola Vigano, qui a été Grand Prix de l'urbanisme. Et donc, la singularité de Bernardo Secchi, ce qui est intéressant dans cette figure, c'est qu'il est à la fois un grand intellectuel, enseignant dans différentes écoles à Milan et ailleurs, et aussi un praticien. Et donc, il avait cette double entrée dans laquelle de façon un peu immodeste, je pourrais me ranger, d'être à la fois du côté de la recherche et de la côté de la pratique du projet. Et je trouve que cette articulation est absolument indispensable. Et c'est la raison pour laquelle je trouvais intéressant de traduire ce livre et de le publier dans la collection qu'on a montée avec Sylvain Grisot, Dixit.net, qui sont une série de petits cahiers où on essaye d'exhumer un certain nombre de textes anciens, d'articles plus exactement, assez courts, mais qui, par leur contenu, parlent encore à la situation d'aujourd'hui. C'est la question de la voiture, c'est la question des arbres, c'est la question, dans un autre texte, une conférence d'un autre personnage important, André Corboz, une conférence sur l'aptitude des territoires. Et donc le projet de sol, qui est un texte de 1986, que Bernardo Secchi avait publié dans la revue Casabella, s'inscrivait dans des débats très très forts dans les années 80, de part et d'autre des Alpes, entre l'Italie et la France, entre les architectes urbanistes, qui étaient aussi des penseurs, des grands intellectuels, sur la définition du projet urbain. Et autour de la question de l'héritage, de la modernité, les uns, principalement en France, la rechassant, et les Italiens, et en particulier Vittorio Gregoti, lui plutôt essayant de l'assimiler. Là, on rentre dans un débat de spécialistes, important, mais peut-être un peu trop, spécialisé, encore une fois. Et Bernardo Secchi, lui, il fait une hypothèse qui est de dire, finalement, le fondement du projet, ça devrait être le sol.
Alors, on parle pas encore clairement d'environnement, on n'est pas encore tout à fait dans nos préoccupations actuelles, même si elles ont beaucoup surgi dans les années 70 et assurément Bernardo Secchi et ses confrères ont été imprégnés. Mais il remet le sol comme l'élément central de toute décision et de tout comportement. La question de l'étendue, donc on revient sur la question de l'espace, la question de l'échelle et la question de l'articulation. Le sol comme le lieu de l'articulation. Et j'aime beaucoup ces termes parce qu'ils sont polysémiques eux aussi. C'est-à-dire que c'est l'articulation au sens physique des choses, articuler un bâtiment avec un autre, structurer un quartier avec une rue, mais aussi articuler des compétences et des moyens. C'est-à-dire que c'est aussi le lieu où les différents acteurs, comme on dit maintenant, les acteurs du projet, vont pouvoir se réunir et travailler ensemble autour de l'élaboration. Donc, avec l'aide d'Anna Maria Secchi, qui est la fille de Bernardo Secchi, et de ses frères et sœurs, mais c'est directement elle avec lesquels on était en contact, on s'est lancé dans la traduction et la publication de ce texte qui éclaire d'une manière un peu théorique le débat que nous avons aujourd'hui sur le zéro artificialisation nette en particulier. C'est ce qui vous fait dire le projet de sol réuni et uni. Absolument. Oui, parce que le sol, c'est le lieu de convergence, à la fois physiquement, spatialement, pour reprendre l'expression qu'on utilisait tout à l'heure, et puis c'est aussi le lieu du fondement, du fondement des choses. On peut rappeler que longtemps, les sols, c'était le lieu de l'enfer, et que par conséquent, ça a été un lieu qui a été souvent associé à des mythologies, associé à des craintes, associé à des peurs, à des frayeurs. Et tout ça, quand on parle du tréfonds des sols, etc., on voit bien qu'il y a une espèce de lieu comme ça un peu inconnu qui en même temps fascine, fait un peu peur, et puis a été, encore une fois, un peu invisibilisé par l'équipement des villes, on migrait des réseaux, c'est un peu les métaphores que je prends souvent, c'est la poussière que l'on glisse sous le tapis pour pas la voir. Donc vous dites l'urbanisme des sols comme le projet entre les choses, l'art de l'assemblage, de la mise en relation. Tout à fait. Ici, on est quand même sur une conception qui ne tient pas forcément compte du sol en tant que substrat dont on parlait tout à l'heure. C'est toujours le lieu, oui, c'est la localisation, c'est l'espace. C'est vrai, mais on peut y adjoindre très clairement ces notions-là qui font leur apparition, qui étaient déjà apparues dans les années 70-80, les créations du ministère de l'Environnement, de l'écologie en France dans ces années-là, un certain nombre de catastrophes, en particulier les grands pétroliers qui s'échouent, la Moco-Cadix, etc. Font prendre conscience de plus en plus des enjeux environnementaux, le choc pétrolier, enfin bref, on pourrait refaire la genèse de toute cette période et les prises de conscience successives sur les risques environnementaux. Et aujourd'hui, la question des sols, c'est évidemment ce qu'on a dit, le lieu de la réunion, de l'articulation, mais aussi le lieu de la biodiversité, le lieu du vivant, puisque c'est le terme maintenant qu'on utilise beaucoup et qui est tout à fait juste, de dire, voilà, c'est aussi une préoccupation. Et par cette entrée-là, on donne aussi d'autres valeurs au sol. C'est-à-dire qu'on sort aussi uniquement d'une valeur foncière, vénale, j'achète un terrain, il vaut tant, quel qu'en soit finalement l'état, encore que s'il faut le dépolluer, il y a des surcoûts, etc., mais on sort de cette logique d'opportunité foncière à une logique peut-être plus fondamentale, dans laquelle la question de la valeur géologique, nutritive, qualitative des sols va pouvoir prendre une place importante. La question, c'est aussi de savoir comment la valeur nutritive, etc., des sols peut avoir une valeur vénale. Alors, est-ce qu'il faut qu'elle ait une valeur vénale ? Les débats là-dessus existent. Est-ce qu'il faut le valoriser monétairement ou est-ce que c'est une valeur autre qui permet d'infléchir le prix du foncier ? Il y a aussi une différence notable. Ça veut dire qu'il faut produire de la connaissance sur les sols. Aujourd'hui, on en est arrivé au stade où le ZAN, on l'a posé tout à l'heure, toutes ces questions-là existent. Maintenant, comment on les met en place ? Comment on modifie ces fameuses conditions du projet ? C'est-à-dire comment on change l'ordre d'arrivée des problématiques ? Comment on arrive à prendre en compte les sols comme élément fondateur au sens plein du terme, des projets urbains en particulier. Donc vous êtes appuyé, en tout cas nourri de la réflexion de Bernardo Secchi pour proposer vous-même une approche, celle que vous appelez l'urbanisme des sols. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les principes essentiels de cet urbanisme des sols que vous encouragez ? Mais
Bernardo Secchi conclut son livre, je lis, il s'agit aujourd'hui de concevoir le sol de manière non triviale, réductrice, technique et inarticulée. Donc à partir de ça, il faut le prendre de manière non triviale, réductrice, technique et inarticulée, c'est-à-dire qu'il faut traquer sérieusement cette question-là. Pour moi, enfin, ce que je définis d'être l'urbanisme des sols, c'est de d'abord produire de la connaissance sur ces sols. Le préalable à toute intervention devrait être d'avoir une connaissance la plus complète possible sur les sols, leurs qualités, leurs défauts, leur pollution, leurs spécificités, etc. Cette information, on s'aperçoit qu'elle existe, mais elle est disséminée. On revient sur la polysémie des sols. Les archéologues ont leur relevé, leur connaissance sur les sols, les géologues ont leur connaissance sur les sols, les relevés sur les différentes pollutions, etc. Mais c'est très général. Donc il faut arriver à produire une connaissance spécifique située sur les sols. C'est par exemple ce que fait l'ADEME avec le projet MUSE, qui est un projet de reconnaissance des sols, de compréhension des sols, qui est proposé à des métropoles. Pour l'instant, il y en a 3, à titre d'exemple, et qui permet justement de produire une connaissance qui ensuite va pouvoir infléchir des documents cadres de l'urbanisme, les SCOT, les PADD, etc., et puis jusqu'au PLU. Donc déjà, produire de la connaissance sur les sols, comprendre les sols. Il y a un enjeu de représentation, ça veut dire aussi comment on les représente, comment on les donne à voir, plus simplement en plan, mais aussi en épaisseur. Qu'est-ce que ça permet? De quoi c'est fait? Parce que je pense qu'il y a aussi un caractère de diffusion et d'explication à mener auprès de ces sols. Et puis une fois qu'on a cette connaissance-là, l'urbanisme des sols, ça va être de dire, comme le dit d'ailleurs André Corbeau dans sa conférence L'aptitude territoriale, est-ce que tout est possible n'importe où? Est-ce que on peut, à certains endroits, être plus à même d'implanter un nouveau quartier, de nouvelles constructions, de nouveaux équipements, en fonction justement de cette connaissance? Mais alors, cette connaissance des sols, si on prend l'exemple de Muse, elle est quand même orientée. Enfin, c'est-à-dire la connaissance des sols elle-même, les indicateurs qu'on utilise, etc. Tout ça est orienté. On peut pas connaître les sols dans l'absolu. On est bien déjà obligé de choisir des indicateurs. Ça pose quoi comme question? Enfin, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que ça pose comme question, le fait de devoir orienter effectivement ça pose la question qu'il faut définir des politiques publiques. C'est-à-dire que c'est la question centrale de l'aménagement, de l'urbanisme, on l'appellera comme on voudra, de redéfinir ou de mieux définir des orientations politiques pour les territoires. Donc finalement, est-ce qu'on est obligé de partir par la connaissance des sols? Est-ce que l'enjeu, c'est pas... Oui, parce que je pense que c'est une aide. Alors après, c'est le jeu de la commande dont on parlait tout à l'heure. Une collectivité publique, communauté de communes, regroupement de communes, etc., peut commander une reconnaissance de ses sols parce qu'elle a un projet ou une idée de projet. Mais je pense fondamentalement que la question de l'urbanisme des sols oblige ces mêmes commanditaires à peut-être changer d'avis en fonction des résultats des sols. Trop souvent, dans l'urbanisme aujourd'hui tel qu'il se pratique, on fait le projet, on fait les études de sol a posteriori, et on se débrouille pour quand même faire le projet tel qu'il a été dessiné, avec des marges de manœuvre qui sont très 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 faibles. Le projet de sol, pour reprendre le titre du livre de Bernardo Secchi, c'est plutôt de dire, on a un projet, on comprend comment les sols sont constitués, de quoi ils sont constitués, ce qu'ils permettent, ce qu'ils permettent pas, et ensuite on infléchit le projet en fonction de cette réalité. Sinon, ça sert à rien. Sinon, on est juste en train de faire comme d'habitude. C'est-à-dire c'est comme l'archéologie préventive d'une certaine façon. On fait l'archéologie, on regarde, on relève, et puis après on referme et on fait le projet comme c'était prévu. La question, c'est l'interface. La question, c'est comment, à un moment donné, cette connaissance sur les sols à tout point de vue permet d'infléchir le projet, permet de faire évoluer le projet, de le bonifier, de le transformer, et pas simplement de dire bon voilà on a un peu compensé ici, on a rajouté de la terre végétale là, mais le projet on l'a fait comme il était prévu. Justement, c'est ce côté itératif de l'urbanisme des sols qui est complètement différent de la manière très linéaire que l'on a aujourd'hui de procéder. Très bien. Je sais pas si c'était clair. Ah oui, c'est très très clair. Moi, je reviens toujours sur cette question de la connaissance des sols. Qui définit la manière dont on connaît les sols? Quels outils on crée pour connaître les sols?
Qu'est-ce qu'il faut comme connaissance? C'est de la connaissance pédologique oui, absolument. Pour alimenter un projet urbain, ou est-ce que c'est une connaissance plutôt historique? Vous parlez des traces, etc. Voilà. La définition va se jouer. C'est là aussi où le zéro artificialisation nette et la définition même de l'artificialisation, c'est-à-dire la perte des fonctions nutritives, vivantes des sols, ce qui caractérise l'artificialisation, ne sont pas suffisantes parce que elles vont peut-être être cette question-là à des endroits et peut-être qu'elles vont être à des caractères historiques à d'autres. Donc c'est aussi dans la définition même de la recherche que les choses vont se jouer. Je reprends l'exemple du parc des chantiers, des anciens chantiers navals sur l'île de Nantes. La question de la connaissance des sols n'était évidemment pas une question de nutritive ou de qualité des sols pour fabriquer de l'agriculture urbaine, etc. On est sur des sols industriels, industrialisés, artificiels, etc. La question, elle est plus axée sur quelles traces, quels éléments historiques on va pouvoir retirer et qu'on va vouloir conserver, y compris ceux qu'on ne voit pas, ceux qui ne figurent pas sur les différents documents. Et la question, à chaque fois, va être débattue. Et là où je trouve que ça devient extrêmement passionnant, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument porter, diffuser, c'est que ça permet aux collectivités locales de reprendre la main sur leur collectivité, sur leur devenir, le devenir des territoires. Et à contrario de tous les discours, alors là, je fais un discours très optimiste peut-être, qui veut paraître idéaliste à certains ou certaines, mais j'ai quand même le sentiment que cette capacité de redéfinir collectivement, voire même démocratiquement, à partir de connaissances qui sont liées à des spécificités locales, des sols, de leur contenu, de leur histoire, etc., redonne aux collectivités locales un rôle qu'aujourd'hui elles disent ne plus avoir. Et donc, moi, souvent, quand je fais des interventions dans des communes, dans des territoires ruraux, périurbains ou autres, j'ai tendance à dire aux élus, c'est une manière pour vous de redevenir élus, ou d'être encore mieux élu, ou d'assumer encore plus votre rôle d'élu. C'est-à-dire de plus simplement être dans une espèce de subir je ne sais quelle pression démographique, sociale, économique, etc., mais d'avoir des outils préalables à des décisions qui construiront, j'espère, une vraie vision politique des territoires. Alors, par rapport à cette question des sols et de la reprise en main, si j'ose dire, des collectivités locales ou de la puissance publique d'une manière générale, est-ce que les sols ne devraient pas être des communs? On a beaucoup parlé de ça. Que pensez-vous de cette idée? Mais les sols sont déjà des communs. C'est ce que je reviens aussi sur la question. La question des sols, c'est la question de la circulation de l'eau, de l'air à l'intérieur, des pollutions, des polluants, etc. Donc, de toute façon, si vous avez une parcelle qui est polluée ou qui est irriguée, etc., elle est forcément en relation, et ces sols sont nécessairement en relation avec un territoire plus large. Bassin versant, etc., etc. Donc, quelque part, on pourrait déjà admettre que les sols sont un commun. Ce qui est compliqué, c'est que c'est aussi la propriété privée, foncière et privée. Mais là aussi, on pourrait se dire que l'état des sols pourrait rentrer dans la valorisation de ces terres. Avec un état des lieux. Comme quand vous rentrez dans un appartement, vous faites un état des lieux, vous ressortez. Si l'appartement est en bon état, vous l'avez valorisé, vous récupérez votre caution, voire même vous pouvez valoriser ça. Et si il est dégradé, vous perdez votre caution. On pourrait introduire aussi cette idée-là. On a un droit de regard, et les juristes sont clairs là-dessus. On pourrait avoir un droit de regard sur l'état des sols en entrée et en sortie d'opération. On pourrait aussi considérer que la propriété foncière, et ça rejoint les questions de crise du logement, reste propriété des collectivités. Dissocier la propriété du sol, le tréfonds, et de la construction, ce qui se pratique dans de nombreux pays européens, qui commence à se pratiquer en France par le biais de foncières solidaires, avec des baux emphytéotiques, etc., qui ont un avantage immédiat qui est d'alléger du coût de l'opération, l'achat du terrain, mais qui aussi ont un avantage dans la durée, et là on revient sur une notion fondamentale lorsque l'on parle des sols, qui est la question du temps, des temporalités, d'avoir pour la collectivité un droit de regard sur ces sols, sur la continuité. Alors, effectivement, au-delà des mandats des élus, mais on est bien en train de parler d'un bien commun. Il y a Rennes, je crois. Absolument. Vous connaissez
leur expérimentation ou leur Oui, tout vous pouvez à fait. peut-être nous en parler un tout petit peu. Mais Rennes, qui a une tradition assez ancienne de maîtrise foncière publique. Moi, j'ai travaillé il y a très très longtemps dans des ZAC, la Mabilais et autres qui sont à proximité du centre-ville. Et moi, j'avais été frappé à l'époque. On avait été frappé que il y avait beaucoup de terrains gardés par la collectivité. Donc il y avait une tradition déjà de garder du foncier public qui était ensuite revendu pour être urbanisé, mais qui donnait à la collectivité une puissance d'action que peu de métropoles, par exemple Nantes, n'avaient pas du tout. Donc le foncier était pas du tout propriété publique. Et donc Rennes a décidé, pour favoriser un certain nombre d'opérations, de garder, de monter une foncière solidaire intégrée à la métropole de Rennes, si je ne m'abuse, et qui permet d'avoir un outil foncier qui maîtrise les terrains et qui permet des constructions à des coûts moindres, tout en gardant une vision globale sur son territoire et sur ses aménagements. Et c'est quelque chose qui est en train d'essaimer en France, c'est quelque chose qui est en train de se développer à Lille, je crois, à Lyon aussi, et on voit apparaître ça de plus en plus. Et ça, c'est extrêmement encourageant parce que les établissements publics fonciers qui existent, là aussi, on peut se dire, on a les outils déjà. Et les établissements publics fonciers qui, je crois, sont dans des situations économiques un peu difficiles, on aurait tout intérêt à les renforcer parce qu'ils peuvent jouer un rôle majeur, justement, dans cette histoire de ZAN, et en particulier dans des territoires périurbains, où là, on n'a pas l'ingénierie des métropoles, on n'a pas les services, on n'a pas la puissance économique, évidemment, de Rennes, de Lyon, de Lille, etc., mais où on a on a les éléments, on a les outils, on a les acteurs, les établissements publics fonciers pourraient tout à fait, et s'ils sont aidés, se porter acquéreurs de terrain, les conserver en propriété, contribuer à l'aménagement avec des conditions qui deviennent à ce moment-là des négociations, et ça devient extrêmement intéressant. Et on voit bien en racontant cette histoire qui pourrait paraître à certaines et certains un peu comme ça idyllique, on voit bien que ça change complètement le jeu des acteurs, le rôle du politique et de sa définition du territoire. Bien sûr. On va peut-être essayer de regarder de manière opérationnelle, en fait, cet urbanisme des sols et donc cette préoccupation, cette prise en compte des sols. Qu'est-ce que ça change dans les opérations? Vous venez un petit peu d'évoquer les choses avec le jeu des acteurs, etc. On va peut-être y revenir parce que c'est vraiment intéressant ce que ça change. Mais d'abord, d'un point de vue morphologie territoriale, qu'est-ce que ça implique de faire attention, prendre en compte les sols dans un territoire qui est très dense, une métropole? Qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les facilités? Quelles sont les difficultés? Est-ce que ça a du sens même? Et dans un territoire plutôt en déprise, dont on parle depuis tout à l'heure, ou périurbain, voilà, qu'est-ce que ça change? C'est quand même pas du tout la même façon d'appréhender le sol dans ces deux territoires, et c'est pas les mêmes solutions, ni les mêmes avantages, ni les mêmes facilités. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ces deux phénomènes? C'est évidemment pas les mêmes solutions, et c'est là où la loi ZAN a été mal accueillie, c'est qu'elle a été perçue comme une mesure venant de l'État, donc de Paris, et qui s'appliquait à des territoires qui n'ont évidemment pas, qui sont principalement les plus touchés ou les plus impactés, ou en tout cas ceux qui ont le plus réagi, c'est les territoires ruraux, périurbains, etc. Parce qu'effectivement, c'est les territoires sur lesquels l'artificialisation est la plus présente, quoi. Parce que aujourd'hui, urbaniser ces territoires, c'est consommer de la terre agricole, c'est consommer de la terre qui n'est pas normalement destinée à être construite. Face aussi à un certain nombre d'effondrements de centre-ville, de pertes de commerce en centre-ville, de vétusté, etc., des logements, etc. Moi, j'ai mené plusieurs missions dans différentes communes où, effectivement, habiter le centre-ville relevait quand même une certaine gageure, parce que c'était des logements dégradés, des accessibilités complexes, etc., etc. Donc la facilité et surtout l'immédiateté de la réponse, c'est de dire, je prends un terrain agricole, au passage, ça pose la question du prix du foncier agricole, qui est aujourd'hui en France pas très élevé par rapport à la moyenne européenne. Malgré tout, ça pose des questions de transmission, etc. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais on voit bien qu'il y a un système là aussi qui mérite d'être repensé à l'aune de toutes ces problématiques. On urbanise un terrain agricole et puis on fait un lotissement, avec la pensée que ça ne coûte rien ou ça coûte peu.
Et en fait, on s'aperçoit là aussi, les travaux d'économistes avancent sur cette question-là, que les coûts cachés d'une opération, d'un lotissement, j'allais dire lambda, en fait, ne sont pas neutres du tout sur les finances publiques. La commune paye les réseaux, paye les routes, les ronds-points, les aménagements, la commune ou le département, enfin, etc. Et puis il y a les coûts induits de pollution. Là aussi, on revient sur comment on valorise à la fois les effets bénéfiques et les effets négatifs de l'implication sur les sols. Donc, dans les territoires ruraux, périurbains, on voit bien que la question du ZAN ne va pas s'appliquer de la même façon que dans des villes denses, sans parler de Paris, qui est un cas particulier qu'on peut mettre à part, qui va être plutôt de reconnaître, là aussi, la connaissance sur les sols dans ces territoires, ça va être d'avoir une connaissance assez fine des disponibilités foncières à l'intérieur des aires bâties. À la fois en termes de sol, mais aussi en termes de sous-sol, pollution, pas pollution, capacité à se transformer en espace vert parce que c'est des terrains qui sont de bonne qualité, etc. Ou aussi de repérer précisément les immeubles, les constructions qui sont susceptibles de pouvoir muter, évoluer, voire être démolis pour être remplacés, etc. Mais d'avoir une connaissance fine d'un territoire qui est déjà construit, mais qui est un travail qui est totalement différent, avec la même méthode, mais qui est totalement différent des territoires périurbains ou ruraux. Mais donc, préserver les sols, ça implique automatiquement densifier. Préserver les sols, ça veut dire densifier. Mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot densification ? Si effectivement le ZAN conduit à réaliser des petites opérations de R+4, comme on les voit fleurir en périphérie de pas mal de villes, avec des logements sans confort et sans intérêt, on aura tout perdu. Et les gens auront raison de continuer à préférer habiter une maison avec son jardin. C'est pour ça que l'urbanisme des sols et ce ZAN, c'est l'occasion de réfléchir à de nouvelles formes urbaines. Est-ce que on est condamné à opposer sans cesse l'étalement urbain avec la densité ? Une ministre a eu des paroles malheureuses parce que ça lui a un peu valu ça à son poste. Sur le pavillon. Sur le pavillon existe et existera toujours. La maison individuelle existe et existera toujours. Le désir d'habiter en maison individuelle est tout à fait respectable. Après, c'est les conditions d'une maison individuelle. Les maisons individuelles des couronnes, des grandes villes, que ce soit à Toulouse, à Caen ou ailleurs, ou au Havre ou ailleurs, elles ont des qualités, elles sont dans des jardins qui sont souvent des lieux aussi de biodiversité, parce qu'il y a des jardins, parce qu'il y a des continuités, etc. Et puis on est à proximité du centre-ville et on se déplace en transport en commun, on n'est pas forcément obligé d'utiliser sa voiture, etc. Donc la maison individuelle en tant que telle, ça veut rien dire. Ça veut dire que c'est une manière d'habiter. La question c'est où elle est située. Comment elle est située? Est-ce qu'elle permet des regroupements? Est-ce qu'elle permet des mutualisations? Est-ce qu'elle permet d'être intégrée dans des opérations où il y a aussi de l'habitat collectif? Parce que tout le monde ne peut peut-être pas être propriétaire, qui est aussi une des questions qui s'ouvre avec la question de ces fameux 400 000 logements qui manqueraient, etc., mais qui sont aussi du logement pour les plus démunis. Et donc, la nécessité de fabriquer aussi du logement pour les plus démunis ou ceux et celles qui ne peuvent pas acheter leur logement. Et c'est pas une honte, on peut être locataire. Donc ça veut dire qu'on a une multitude, ça ouvre, me semble-t-il, une multitude de propositions et de solutions qui sont pas simplement opposées, encore une fois, le petit plot R+4, R+5 en entrée de ville, comme on le voit fleurir un peu partout, et puis le lotissement gagné sur des terres agricoles. Il y a des combinatoires, il y a des réponses spécifiques aux spécificités des lieux, mais ça nécessite que les élus définissent clairement, aidés par des structures existantes, les CAUE, on peut les citer, l'établissement public foncier qui peut jouer aussi un rôle de conseil là-dessus, et puis évidemment mes confrères architectes, urbanistes, etc., de définir des politiques publiques un peu claires sur le devenir des territoires. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une multitude de solutions au regard des multitudes de situations. Absolument. Mais que ça implique de faire du sur-mesure. Mais bien sûr. Et le sur-mesure, est-ce que aujourd'hui, dans un système d'économie de projet qui est, vous l'avez dit en tout début, quand même plutôt standardisé et qui trouve sa rentabilité justement du fait d'une forme de standardisation, est-ce que c'est possible? Je veux dire, après, opérationnellement... Je vais retourner la question, est-ce que c'est possible de continuer à fabriquer un système où on est mal logé, où les gens sont surendettés pour acheter leur logement et sont obligés d'habiter de plus en plus loin des aménités, des services pour vivre?
Est-ce que le logement ne doit pas redevenir à un moment donné autre chose qu'un pur produit immobilier? Évidemment, raccord avec ce que vous dites. Ce que je dis simplement, c'est qu'effectivement, dans l'économie du projet, c'est-à-dire les acteurs qui font le projet et qui trouvent la rentabilité d'un projet grâce à une forme de standardisation, d'industrialisation finalement de la chaîne de production, face à un système qui impose aujourd'hui le sur-mesure, on n'a pas l'équation, enfin, on n'a pas la solution à l'équation pour l'instant. D'autres acteurs vont émerger. Moi, je suis convaincu que d'autres acteurs vont émerger. C'est-à-dire que si on continue à penser que le T3 est le même à Lille, à Marseille, que les manières de construire sont les mêmes à Brest ou à Strasbourg, on va vendre de moins en moins de logements. De toute façon, il va y avoir une pénurie à un moment donné. On va être au bout d'un système. On est au bout d'un système. Enfin, il va bien falloir qu'on se rende compte à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, qu'on est au bout d'un système. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de construire. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de fabriquer la ville parce qu'on voit bien apparaître ce discours en disant ah ben oui, en vous écoutant, en fait, on fait plus rien, etc. Mais c'est pas ce que j'ai dit, moi. Non, ce n'est pas ce que vous avez dit. D'autres le disent. D'autres le disent. Mais ils le disent parce que justement, fabriquer à partir de l'existant la ville, je ne sais pas si c'est plus compliqué, mais effectivement, ça induit d'avoir d'autres types de réflexions et de regarder les choses autrement. Si on continue à appliquer les mêmes règles, les mêmes normes à l'existant qu'au neuf, l'existant continuera à être beaucoup plus cher. Réhabiliter ou habiter l'existant continuera à être plus cher. Si on accepte qu'il y ait une part d'expérimentation, qu'il y ait une part d'ajustement, etc., liée aussi au contexte, eh ben on ouvre tout d'un coup des portes absolument incroyables, de très belles opérations de rénovation de logements dans des territoires existants, fabriquent des logements beaucoup plus intéressants que ce qu'on voit fleurir un peu partout avec le T3 à moins de 60 mètres carrés, avec 2,50 mètres sous plafond, et puis certains tout malins de dire faudrait même baisser cette norme. Bien sûr, mais on voit bien que dans cette spécificité, dans cette attention à l'existant, on a une richesse de propositions qui seront aussi à prendre en compte pour les communes pour attirer des nouvelles personnes. Si on habite un centre-ville avec un appartement qui est un peu plus grand que les normes actuelles le proposent, mais que le coût sorti est le même, voire inférieur, parce qu'il y a des aides, parce que on diffère les paiements, parce que, etc., etc., ça veut dire qu'on fabrique des conditions qui sont du sur-mesure. Ça veut dire qu'il faut plus de matière grise en amont. Ça veut dire qu'il faut peut-être revoir aussi les clés de rémunération, des maîtres d'œuvre, etc., et pas simplement sur la surface de plancher, qui est aussi une manière de consommer et de survaloriser les choses. Ça a été un des sujets de discussion avec Simon Tessou, le Grand Prix de l'urbanisme, un petit article que j'ai écrit à cette occasion, en disant il faut revoir les conditions du projet. On en revient à ce sujet-là. La question de travailler à partir des sols, et c'est pas impossible, et c'est pas ruralicide, et c'est pas antinomique avec le développement des territoires, c'est au contraire de considérer les spécificités des territoires comme étant le point de départ de leur développement. Et vous parliez de la stratégie enfin en tout cas du jeu des acteurs tout à l'heure, c'est ça, la stratégie de tous les acteurs doit évoluer face à ce nouveau paradigme, enfin ce nouveau système. Autant la stratégie des promoteurs, des aménageurs, etc., que des élus locaux. Si on prend les promoteurs, quelle stratégie ils peuvent avoir aujourd'hui pour s'en sortir face à ce nouveau contexte? Ah, mais je pense que les promoteurs, bon, peut-être qu'il va y avoir quelques promoteurs qui vont forcément disparaître dans cette opération. Malheureusement, voilà, on peut pas se féliciter de ça, mais je pense que c'est des métiers qui déjà se questionnent énormément. Et je pense que c'est aussi eux qui vont être peut-être les fers de lance de tout ça, parce que ce sont les acteurs aujourd'hui du développement. Alors je dirais pas que c'est dommage, mais je dirais quand même qu'il faudrait que les puissances publiques prennent conscience de tout ça et finalement en tout cas ne nous dit pas de faire le même cheminement.
et ne pas être encore une fois à la remorque des investisseurs privés qui sont ils sont présents, ils sont indispensables à la fabrique du territoire, à la fabrique urbaine, mais on peut pas non plus être juste dans l'attente que eux soient porteurs de solutions. Il y a des vraies solutions à évoquer au niveau local, au niveau politique, au niveau de la responsabilité des collectivités. Et moi, je travaille, vous l'avez compris, à ce que on puisse développer des nouvelles manières de faire, des nouvelles façons d'être maire, d'être élu, et c'est pas facile. Aujourd'hui, être maire d'une petite commune, c'est vraiment pas évident. C'est très déprécié, on prend tous les coups, etc. Mais peut-être que le ZAN, c'est une occasion de retourner le gant et de vraiment prendre position sur le territoire, à la fois pour le préserver, parce qu'il y a des choses à préserver, et aussi pour le développer, parce que l'opposition au développement économique, de quel développement économique parle-t-on ? Donc, si on admet qu'un développement économique puisse se faire autrement qu'en consommant de la terre agricole et en consommant de la terre naturelle, ou en tout cas qui pourrait servir à d'autres fonctions que construire, on ouvre des champs absolument incroyables, quoi. Pour finir, j'aimerais vous emmener sur la question du besoin, parce que finalement, le ZAN, pour moi, dans les premières réflexions, a posé tout de suite cette question du besoin, mais en fait, ça permet cette réduction de la consommation foncière, permet de dire mais comment va-t-on faire par rapport aux besoins qui semblent être exponentiels. Donc finalement, ça pose la question de quoi a-t-on vraiment besoin, en fait. Cette question du besoin que, il me semble, on confond souvent avec la demande. Voilà. Donc j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que comment on peut définir quel est véritablement le besoin? Qui le définit au final, aujourd'hui? Et est-ce que c'est pas une des questions clés quand même à porter au débat public dans le cadre du ZAN? C'est une question clé, c'est peut-être la question clé. C'est pour ça que je pense que c'est extrêmement intéressant dans notre discussion de lier la question du logement à celle des sols. C'est pas d'un côté une espèce de lubie écologique ou d'écologistes de vouloir sauvegarder des sols pour fabriquer des parcs et des jardins et qu'on arrête de construire. C'est pas tout à fait le sujet. Il faut effectivement sans doute moins construire du neuf et plus regarder les existants et transformer des existants jusqu'à pourquoi pas démolir, etc. Mais j'aurais tendance à dire, moi, à titre personnel, en dernier recours, mais voilà, chaque situation, là aussi, doit être observée, regardée, etc. Mais ce que vous dites, excusez-moi, est vraiment important là, parce que, enfin, je trouvais intéressant, parce que souvent, malheureusement, du coup, on a tendance à simplifier le débat. Le ZAN, c'est, du coup, préserver absolument les sols. Enfin, je veux dire, on peut pas dans le besoin de fabrique urbaine faire que des sols soient à tout prix sanctuarisés, à tout prix préservés, s'ils ne doivent pas l'être. Non, parce que si on produit la connaissance nécessaire sur ces sols, on va s'apercevoir qu'ils sont différents et il y a des sols qu'on peut construire. On peut aussi reconsidérer l'artificialisation, la non-artificialisation de certaines terres agricoles qui sont aussi artificialisées que des dalles de parking. Donc ça pose aussi d'autres questions sur... Et on voit bien que cette complexité, alors qui fait peur et qu'on a tendance à vouloir évacuer en essayant de simplifier les choses. Mais je pense qu'on a tort de faire ça, et on a tort parce que ça nous empêche de penser véritablement d'autres solutions qui sont, moi je pense pas plus difficiles, mais qui sont tellement différentes de ce qu'on produit actuellement qu'elles nécessitent avant tout une transformation des mentalités, une question des acteurs, de leur manière de voir les choses, d'éclairer les sujets, sachant qu'encore une fois, la plupart des outils juridiques, techniques, etc., on les possède. Donc, comment on les réoriente, comment on les redirige, pour pas parler de transition, de redirection, comment on redirige les choses, c'est bien ce travail collectif qu'il faut faire. Et au-delà d'exemples, c'est-à-dire que longtemps, souvent en tout cas, on nous dit, à partir de 2 exemples, alors on nous montre le lotissement rêvé, vertueux, ici réalisé ici, l'immeuble réhabilité en centre-ville, etc. Tout ça fabrique un corpus, comme on dit de manière scientifique, ou en tout cas des exemples de propositions qui sont intéressantes. Maintenant, la question, c'est comment on fait modèle avec ça, comment on montre que ces exemples, ils ont des logiques et qui sont reproductibles. Et que ça fabrique des conditions du projet, encore une fois, je reviens sur ce terme, qui montrent qu'on est en capacité, un lotissement qui a été fait, je sais, dans le Finistère,
La même méthode, elle va produire autre chose si on l'applique dans les Bouches-du-Rhône. Mais on a le cadre et on a fabriqué les conditions du projet qui permettent à tout un chacun ensuite de s'adapter, de considérer les choses et de les moduler jusqu'à la forme urbaine, jusqu'à l'offre de confort qu'on va proposer aux habitants. Ensuite, par rapport à votre question, bien sûr qu'il y a des besoins. Mais quels sont-ils? Je parlais tout à l'heure du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Je parle des propositions, par exemple, que l'Ordre des architectes a fait sur la question du logement, sous l'égide de Christine Lecomte. Ça montre très clairement, ou d'autres éléments d'autres fondations ou d'autres associations ou d'autres structures qui travaillent sur la question du logement. La question du logement aujourd'hui, d'une manière générale, si on la déconnecte de la question de la production de valeurs immobilières, etc., c'est le logement pour les plus démunis qui est aujourd'hui posé. C'est les listes d'attente de logement social, c'est être propriétaire, si vraiment c'est le souhait, dans des conditions qui n'obligent pas à habiter à 50 km ou de la première gare. Donc c'est ces conditions-là qu'il faut regarder, et c'est cette production-là qu'il faut ajuster à ces demandes. Produire du logement en masse, comme ça semble être le thème, en agitant des chiffres plus importants les uns que les autres, c'est stérile parce que c'est faire continuer exactement la machine telle qu'elle fonctionne actuellement et qui nous emmène, j'espère pas dans le mur, mais pas très loin, quoi. Oui, c'est considérer le besoin en fait comme étant plutôt la demande, et donc ce sont des chiffres qui sont définis par l'offre et non pas par. Absolument. Et la demande, on la connaît. Hein. C'est le nombre de demandes de logement social, c'est la prise en compte de l'évolution des familles, des femmes seules et pour moi, des c'est enfants. le besoin, ça, voyez. Oui. Et non pas la demande. Absolument. La demande, pour moi, c'est vraiment issue du marché économique, en fait, l'offre et la demande. Mais ça, c'est des besoins qu'il faut. Voilà. C'est donc, en fait, ce que pose Lausanne, pour moi, et d'une manière générale, les ressources naturelles dont on a pris conscience récemment des limites, c'est comment on reconstruit le débat politique autour du besoin. Du besoin. Mais bien sûr. Et non pas. Mais le besoin, c'est quand même ça qui, normalement, devrait être le cœur de la vie politique, en particulier locale. Alors quand vous dites, on a pris récemment conscience de la limitation des besoins, rapport Meadows 1967 quand même. Donc la limitation des ressources. Oui, des ressources. Ouais. Oui, des ressources. Ouais. Donc il faut pas non plus tomber dans le présentisme. Il faut aussi. Non, mais je le précise parce que c'est aussi important de refaire aussi l'histoire. Alors. Souvent on nous dit oui, mais d'accord, mais le grand public, ils s'en fichent de savoir. Mais non, c'est important de montrer que tout ça a une histoire, que c'est pas un truc qui nous tombe dessus, que c'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui que ça existe depuis aujourd'hui, et que c'est pas pour refaire le procès des uns et des autres ou de ceux qui ont été en responsabilité, etc. D'autres le feront, mais c'est pour comprendre que cette trajectoire, elle n'est pas nouvelle et que il y a véritablement aussi des moyens de l'infléchir. Et moi, je pense que les conditions du projet, la manière dont on fait projet aujourd'hui, donc ce mot projet qui est un peu polysémique lui aussi, qui veut tout dire et rien dire, donc cette manière finalement de transformer les territoires à toute échelle, on doit aujourd'hui la reconsidérer. On a tous les outils pour le faire, il faut réorganiser les choses. Et il faut avoir finalement, pour reprendre un terme aussi un peu à la mode en ce moment, ou peut-être qu'il l'est déjà plus parce que les mots s'usent très vite, avoir de l'agilité par rapport à ça. Et d'essayer autant que possible de pas être dans les corridors où on fabrique les choses d'une manière répétitive. On n'est pas en train de fabriquer une chaîne de production de voitures. On est en train de parler du cadre de vie de tout un chacun. Et donc ça nécessite, à mon avis, et les sols nous y invitent, à avoir un peu de considération pour ces situations. Si je dis, pour finir, que c'est réaffirmer un peu la primauté de la politique, est-ce que ça vous Mais va ? elle est, bien sûr. C'est essentiel. Il faut repolitiser les choses. Pour repolitiser, ouais. Et pour politiser, ça ne veut pas dire un discours partisan dans un sens ou dans l'autre. Encore que, peut-être pour terminer là-dessus, je sais pas, mais le risque, c'est que d'autres politiques remplacent celles que l'on a actuellement, plus radicales et sans doute moins bénéfiques pour tout un chacun. Oui, tout à fait. Donc vraiment repolitiser finalement. Oui, parce que repolitiser, ça veut pas dire, repolitiser l'aménagement du territoire, ça veut pas dire le rendre partisan, ça veut dire en faire un objet politique, public, partagé,
démocratique. On revient là encore aux fondamentaux. Absolument. En fait. Le sol qui est le fondamental du projet urbain nous emmène à reposer les termes fondamentaux du projet politique. Et considérer peut-être véritablement les sols comme un bien commun, puisque finalement, ce sont les sols qui nous réunissent tous. Je vous remercie beaucoup pour cet échange, Patrick Henry, c'était passionnant. Et à votre prochain livre, j'espère que vous reviendrez nous voir à Citizen Vox. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Citizen Vox. J'espère qu'il aura été utile à vos réflexions. Vous trouverez l'ensemble des épisodes sur le site internet citizen.fr, cityzan.fr, et sur la plateforme Ocha. À très bientôt!